ceux qui étaient là, je crois, il y a 3 ans, pour la lecture de l'inquiétude d'être au monde, étaient venus me voir le lendemain matin et ils étaient contents de me voir rire. Donc, parce que la veille, ça avait été, disons, plutôt dur. Voilà, j'espère que cette fois-ci, je vais être hilarant. Mais c'est difficile par les temps qui courent. Il y a ce lieu de la grâce, recueilli, où l'on vient entendre des paroles et non des opinions, où l'on vient entendre des voix. Ce lieu de sens, construit autour des livres, où l'on est à la fois ensemble et en paix. Et il y a ce qui grandit dehors, de tumulte, de haine et de détestation. Je pense ici à la Syrie, à l'Ukraine. Je pense à Israël, à la Palestine, à l'Irak. Je pense, sur un autre plan, à la France et à l'Europe, où l'art de la détestation verbale a commencé déjà à reconduire le meurtre, la stigmatisation de l'autre et la violence. Si je n'avais pas quelques réserves à l'égard du métier de voyant, je dirais que le monde au dehors semble obéir presque mécaniquement à une pulsion de guerre. Et dans ce cas, nous serions à la grâce, comme aux dernières heures d'une époque fragile, abîmée, mais tout de même heureuse. Nous aurions bientôt ce regard rétrospectif qu'a eu Zweig à la fin de sa vie sur les années d'avant la Première Guerre mondiale. Encore l'autre soir, j'ai regardé Games of Thrones, une série suivie par des millions de fans, des monstres nommés les autres, des dynasties, des lignées, des liens de sang, des barbares et des décadents, des têtes coupées et des enfants que l'on jette du haut d'une tour. Games of Thrones est la preuve, s'il y avait encore besoin d'en fournir une, d'un retour timothique de grande ampleur après les longues années de la paix européenne. Le timos, l'honneur, l'orgueil, la fierté, la colère, et avec eux, cavalant comme des chevaux sauvages, la soif d'héroïsme, le mélange de corruption, de trahison et de meurtre. J'ai travaillé dans la chute de Fukuyama à figurer ce retour du timos. J'ai poursuivi dans oublier, trahir, puis disparaître. Voir comment l'Europe cherche la voie d'une nouvelle sauvagerie en soulevant un à un les grands interdits des temps de paix. Je l'ai écrit plusieurs fois dans mes livres. Les enfants du XXIe siècle cherchent à sortir de l'horizon des fins. Ils veulent achever la fin de l'histoire et briser ce glacis européen de la paix sans cause, sans imagination. Les enfants du XXIe siècle souhaitent sortir de cet horizon touristico-historique où nous visitons nos vies. Mais à défaut d'une cause commune en laquelle s'éprouver, ils choisissent la bagarre, la cogne, dépourvus de toute aspiration, de toute inspiration. Il y a dans ce souffle timothique un désir compréhensible, ardent, de redevenir des sujets de l'histoire, mais ne trouvant pas de voie humaine, ou je dirais, pour reprendre les mots de la conférence de tout à l'heure, de voie digne, pour dessiner un sens commun. Le désir timothique embrasse les causes les plus indéfendables. Il se met au service du meurtre pour le meurtre,
ou bien acquiesce, en ne bridant plus rien, à la destruction d'un autre. Peu importe, je dirais. Ici, une croisade hallucinée, là, un djihad quelconque. Ici, une barbarie d'État et de bombardement. Peu importe la cause, pourvu qu'il y ait action, pourvu qu'il y ait l'illusion d'une prise sur l'histoire. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2011. J'étais venu parler d'une histoire de la violence en Europe, sur ce continent qui se rêve encore comme un espace de paix. L'inquiétude d'être au monde, écrit pour cette occasion, était un chant de l'après-massacre, une tuerie du XXIe siècle, accomplie par un enfant en uniforme qui se prenait pour un soldat croisé dans une guerre pour la pureté de l'Europe. C'était la tuerie d'Utøya. Dans ce texte, je pointais l'inquiétude, c'est-à-dire le mouvement, le vacillement comme lieu de notre demeure. Inquiétude que nous devons apprendre à habiter au nom d'un nouveau sens commun, si nous ne voulons pas laisser toute l'énergie humaine se remettre au service des vieux lyrismes de la langue, de la frontière et de l'identité. Tenter, juste ça. Tenter de proposer quelque chose plutôt que rien. Travailler à un nouvel horizon de possible, au lieu de se laisser porter par ce grand emballement des affects. Ne pas céder à la détestation. Aujourd'hui, j'entends que l'on célèbre Jaurès, comme si cette célébration pouvait conjurer une guerre qui vient, une guerre qui est là, une violence stationnaire que l'on nomme paix ou marché et qui finit par établir la guerre en temps de paix, la guerre à côté de la paix. C'est encore ce contraste qui me surprend aujourd'hui. D'un côté, les solidarités profondes des hommes et des choses, de la nature et des êtres, la conscience grandissante d'un commun des espèces, reliées par une même fragilité. Et de l'autre, en même temps, la poursuite accablante, quotidienne, des logiques du massacre. Nous sentons, nous comprenons par la science la fragilité de la vie sur Terre. Mais au lieu de travailler à l'élaboration d'un nouveau sens commun, nous nous mettons tous à courir en tous sens. Nous laissons parler en nous une haine redevenue dans le même mouvement, une haine naturelle. C'est le dilemme du prisonnier. Nous sommes condamnés, et plutôt que de faire de cette condamnation une fête ou un banquet, nous tuons ou dénonçons en espérant pouvoir sauver notre seule petite peau. C'est donc sur le fond de cette détestation, conscient qu'un désir sous-jacent de violence est à l'œuvre, que je m'adresse à vous. L'industrie de la mémoire en Europe a produit plutôt qu'un sens commun, des histoires captives, opposant des douleurs et des identités de souffrance. À l'issue du XXe siècle, l'intensité de souffrance, exil, mort, arrachement, martyr, et sa reconnaissance par les institutions sont devenus l'objet d'une lutte politique. Je pense ici à ce que nous pourrions nommer mémoire esclave, mémoire juive, mémoire tzigane, mémoire coloniale, mémoire. La lutte entre ces identités de souffrance a rendu au fil des ans toute voie de partage impossible. Le lien qui existait entre ces expériences a été détruit. Le lien commun des souffrances du siècle est devenu le lieu même de l'affrontement. Il y a deux qualités à mes yeux, des qualités poétiques et politiques qui permettent de repenser un commun par-delà les souffrances du siècle. C'est l'empathie comme déplacement et hybridation de soi, et la pudeur comme retrait des affects de la sphère publique.
mais j'y reviendrai. Ceux qui m'ont lu savent que j'entretiens un rapport conflictuel avec l'obsession mémorielle de l'Europe. C'est en ce sens que j'ai nommé cette intervention « critique de la mémoire ». Il y a la mémoire intime, qui, comme la croyance ou la foi, lorsque celle-ci demeure dans l'espace d'une conscience, est intouchable et mérite notre attention. Autour d'une mémoire intime, il peut s'établir un partage, mais ce partage ne s'impose pas d'emblée comme une scène. Il met en lien une société invisible, où des subjectivités se rencontrent autour d'une énonciation d'expérience. Le partage d'une mémoire intime s'apparente à une communauté de lecteurs qui se relient à travers l'écriture, à la langue, à la voix d'un écrivain. Dans cette communauté invisible, il n'y a pas de médiation institutionnelle. Nous sommes appelés, par l'expérience singulière d'une personne, à partager une mémoire et une voix. Mais voilà que l'État et la nation s'en mêlent. La mémoire nationale, par le biais de son école et de ses institutions, tente à établir une hiérarchie de la reconnaissance. Cette hiérarchisation des mémoires crée un conflit, ici, en France et partout ailleurs en Europe. Et ce récit national, sûr de son unité, de sa linéarité, le voilà soudainement perturbé par des récits dissidents, un récit migrant, un récit trans, un récit colonial, un autre récit. La mémoire nationale ne peut plus être une comme au temps de Michelet. Elle ne peut plus porter l'histoire linéaire de la nation. Elle est travaillée par des conflits multiples, des conflits de récits de souffrance qui cherchent à accéder à la reconnaissance. Elle est plus que jamais confrontée à la question du puzzle. Comment, à partir de plusieurs pièces séparées, créer une fresque commune? Et je pense ici à la fresque de Patrick Boucheron dans Conjurer la peur, une fresque dans laquelle un nous serait à la fois représenté et engagé, sans tenir sa force, son unité, d'une peur frontière, d'une peur ennemie. J'aimerais pouvoir vous projeter ici une carte des lieux de mémoire en Europe. Vous verriez qu'à l'échelle réduite de la carte, il ne reste quasiment plus d'espace. L'Europe est une condensation et une saturation de mémoire. Et la question politique face à la carte des douleurs du siècle devient dès lors: suis-je visible? Le crime, le préjudice que j'ai subi, sont-ils assez exposés? Ma souffrance a-t-elle son lieu, son monument? C'est à la croisée de cet affect mémoriel, de la prise en charge publique de cet affect et des techniques de mise en visibilité, quel choix d'architecture, quel type de symbole, quelle forme, qu'est née l'industrie mémorielle de l'Europe. Il s'agit là d'une industrie publique qui espère, par le biais du monument de la célébration, réduire ou élargir ou contenir son vieux récit. Mais cette industrie de la mémoire, au lieu de créer un lieu commun, est devenue un instrument de fragmentation. Elle accélère la détestation. Car voici ma mémoire intime, l'histoire de mes ancêtres esclaves, et ou de mes grands-parents exterminés, et ou de mes parents exilés, est toujours infiniment plus indicible que ce qui se résume froidement sous la forme du monument. Je ne peux donc jamais être consolé, ou contenté, ou rassasié par la réparation qui m'est offerte. Je tends dès lors à penser que mon récit n'est pas reconnu. Et cet échec de la reconnaissance me désengage. Sous le coup de la déception,
je me mets en retrait du commun, ou bien pire, je nourris une colère et un ressentiment à l'égard de ce qui m'est présenté comme commun. On pourrait alors proposer l'équation suivante. Plus il y a de monumentalité de la mémoire, plus elle est soumise aux luttes divergentes pour la reconnaissance. En faisant entrer dans le champ visible par le monument une expérience de la souffrance, l'État crée en même temps les conditions d'une déception et d'un conflit. C'est tout ce que vous en faites, dit l'un de sa mémoire. Et moi, dit l'autre, n'ai-je pas aussi mérité ma pierre? Et chaque identité s'enferme dans un mouvement de déception et d'orgueil. Nous en sommes là. Entre les mémoires migrantes et les mémoires nationales, entre les mémoires juives et palestiniennes, nous sommes pris en permanence dans une lutte des affects. Or, précisément dans ce temps d'exacerbation des affects, il y a deux responsabilités auxquelles on se dérobe. Une responsabilité singulière qui devrait conduire chacun à dépasser le récit de sa souffrance pour construire un horizon commun. Mais au lieu de lutter par l'esprit contre la lyre de nos affects, nous traçons des lignes entre des récits de souffrance inconciliables. C'est ici que l'on peut apercevoir la seconde responsabilité à laquelle nous nous dérobons, celle de nos États. Par peur de voir se fragmenter le récit majoritaire, ils ne changent rien, ou si peu. Et plutôt que de mettre l'intelligence au service des récits multiples, contradictoires, ils dépensent leur énergie à figer les vieilles hiérarchies dans la pierre. Le paysage qui naît de là est celui de lieux de mémoire devenant lieux de mémoire au pluriel. Mais le centre est toujours le même. Et ce qui manque, c'est le courage d'un profond décentrement. Il n'y a pas de politique sans affect. Cela doit être posé comme un préalable à l'invention d'un sens commun au XXIe siècle. Ce que cela signifie, c'est qu'il est inutile aujourd'hui d'en appeler à la raison, car il y a des raisons noires à l'œuvre, beaucoup plus puissantes, qui sapent chaque jour les vieux arguments de la tolérance et du respect. Pour le dire autrement, une certaine tempérance s'était emparée des sociétés européennes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette tempérance a décliné. La charge des affects est si profonde qu'elle emporte la raison. C'est ici que je nomme l'empathie comme une des qualités politiques pour le siècle qui vient. La compréhension affective provenant d'un décentrement de soi pour sentir à la place de l'autre. L'empathie est à la politique ce que l'identification est au champ littéraire. Nous entrons dans le corps de l'autre, de celui qui est construit comme autre. Et ce décentrement permet de se rapporter à une multiplicité de subjectivités, qu'elles soient religieuses, culturelles, sexuelles ou ontologiques. Substituer au conflit une circulation empathique. Je suis ici une femme, un enfant, un arbre, une chose, ou celui qui a tué mon frère. Sans renoncer à l'affect, l'empathie casse l'édifice où chacun s'enferme dans son propre récit. Elle suggère un mouvement de projection en l'autre. Dans ce champ de ruines affectif qu'est devenu la vie démocratique, la compassion, où je prends sur moi une partie de la douleur, et l'empathie sont deux voies du décentrement. En suivant les mécanismes d'identification fictionnelle, être quelqu'un d'autre, plongé dans une autre histoire, nous pouvons nous représenter une position déségoïsée, où nous nous éloignons des réflexes construits par la mémoire et l'affect. Bien sûr, cette identification n'est pas neuve. Elle a pris de multiples formes au cours du XXe siècle. Il y avait notamment
dans la figure du paria, plus encore que dans le terme prolétaire. Un point de jonction où plusieurs récits pouvaient se retrouver. Le paria pouvait être le juif, l'inverti, le noir ou le proscrit. Mais cette circulation entre les identités paria a été perdue. À la place du paria, qui produisait des échos ontologiques, un ricochet de subjectivité, s'est substituée une époque de fierté. Une fierté noire, une fierté gay, trans ou lesbienne, une fierté arabe, une fierté juive. La sortie de la honte paria par la fierté a conduit petit à petit à un réarmement des récits dominants. Une fierté blanche ou hétérosexuelle ou chrétienne a fini par se dessiner, brouillant toujours plus les frontières du juste, de la juste cause. Et nous voilà donc pris entre les feux croisés de fiertés innombrables. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, tout se passe comme si le partage de la condition de l'autre, et si j'étais cet homme-là, et si j'étais né dans ce corps-là, et si j'avais connu cette même histoire, ces mêmes épreuves, se limitait aux expériences fictionnelles, tandis que dans le champ politique, là où sont les corps, les récits de soi isolent et tranchent. Le livre, à cet égard, et la littérature sont un réservoir des liens qui ont autrement disparu. La communauté des lecteurs peut se décrire comme une des infrasociétés de l'émotion et du sens qu'il nous reste. Un livre, une œuvre, signe une persistance d'un commun provisoire, doué d'un affect ouvert en plusieurs langues, où nous dépassons notre vie seule. Mais je voudrais revenir un instant aux technologies du décentrement. Le XXIe siècle excelle dans la production de fiction. Nous disposons désormais de plusieurs langages pour plonger en l'autre. Il y avait la littérature, mais la consommation courante de cinéma, de séries, de jeux vidéo a étendu les possibilités de l'identification. Hélas, plus ces langages du décentrement sont nombreux, plus la réaction semble violente au sortir de ces expériences pour reconstruire les identités assaillies, secouées par la fiction. C'est ce que je disais autrement dans l'inquiétude d'être au monde. À défaut d'avoir appris par le changement de nos pédagogies, de nos écoles, à vivre dans les entre-mondes, dans le vacillement des vieilles catégories, avec le vertige pour demeure, les structures du vieux monde, État, nation, clergé, et les réflexes hérités de ces structures exigent la reconstruction des frontières. Comment dès lors rompre avec ce cycle de la reconstruction? Comment dépasser la lutte entre identités de souffrance? Je vous ai parlé de la pudeur qui exige le retrait des affects de la sphère publique. J'ai également évoqué l'empathie, la compassion et la figure du paria, qui sont les configurations affectives et historiques d'un partage. Mais il ne s'agit encore là que d'une politique des affects, reposant sur une disposition au décentrement. L'empathie, la compassion donnent accès à d'autres subjectivités, mais elles restent ancrées dans la figure sublimée de l'autre comme être de souffrance. Elles reposent, si vous voulez, sur un principe d'adoption. Nous adoptons affectivement l'autre et nous partageons sa passion. Cela permet de trahir notre récit mémoriel « je suis cet autre », mais pas de le dépasser. C'est ici que j'en viens à une forme de discipline, de savoir, une pratique à partir de laquelle nous pouvons, il me semble, repenser un lien pour le XXIe siècle. Une pratique qui fonde une communauté de multiples, une voix, OIE, des voix.
X. Ce savoir et cette pratique, c'est la traduction. La traduction tient de la compassion. Elle exige que l'on entre dans une autre voie, un autre corps de langue. Elle tient aussi de l'empathie, se mettre à la place de l'autre en sortant de soi. La traduction est aussi liée à la figure du paria, en ce qu'elle rend à la voix ce qui ne peuvent se dire. Elle exige une pudeur dans l'attention qu'elle porte à l'autre, en faisant de sa propre voix un véhicule des voix. Une voix habitée par des voix. Voilà ce qui est porté par ce que l'on pourrait nommer la poétique du traduire. Compassion, empathie, pudeur et l'encapacitation de ceux qui ne possèdent pas les mots pour se dire. Dans le contexte d'une guerre des mémoires, prélude à une guerre réelle où les cultures sont mobilisées pour créer les conditions d'un conflit, où les religions tendent à rejouer les grands récits de la détestation, l'effort de traduction se présente comme un contre-monde, un récit des entre-mondes. C'est Al-Andalus au lieu des croisades, c'est Tolède au lieu de Jérusalem. La traduction déjoue les affects identitaires. Elle exige de nous une déportation, vivre en déporté. Il ne s'agit plus d'en appeler à la tolérance, ce mot qui a perdu sa force au point d'être réduit au mieux à une forme de juxtaposition de différence. Il ne s'agit pas non plus d'une adjonction de récits, un récit colonial, postcolonial, juif, arabe, noir, un récit national. Dans la construction du lieu commun, l'effort de traduction devient la pièce, le rouage principal de l'exigence éthique et politique. En l'accomplissant, nous cessons de nous soumettre au règne des affects. Nous travaillons à partir de l'écart, sans l'espoir fusionnel de retrouver l'unicité rassurante, consolatrice d'un seul récit. Nous faisons de l'inconciliable le cœur même de l'effort pour établir un sens commun. C'est ce que je nomme à ma manière une citoyenneté du traduire, une école et une pédagogie de l'entre des langues. J'y ai travaillé, comme Dominique l'a rappelé, dans le être et le boulot, en désignant le yiddish comme langue fantôme de l'espace européen, à partir duquel il était possible de penser une utopie du traduire en Europe. J'y ai travaillé en créant avec d'autres la Société européenne des auteurs, pour penser une poétique dans la langue des langues, qu'est la traduction. J'y ai travaillé encore en cherchant à arracher l'écrivain à sa solitude, pour le repenser comme une voix reliée à d'autres voix, dans un espace-monde où la traduction est sa langue. Je crois qu'il y a là, en effet, l'amorce d'un autre rapport, d'un autre affect commun, par-delà les vieilles frontières. La langue, plus que le visage, est ce par quoi nous coupons entre le soi et l'autre. Le russe, l'ukrainien, le yiddish, l'allemand, l'hébreu, l'arabe, le croate, le serbe. La langue est ce qui me désigne comme autre. Elle est ce qui nous entoure, nous enclôt. Et le travail de l'écrivain à cet égard s'accomplit aux limites de la clôture. Il cherche à ouvrir l'enclos de la langue, à déplacer ou repousser ses limites. Cependant, et c'est là son piège, plus il ouvre, plus il déplace la langue, plus la langue elle-même adopte ce déplacement comme canon. L'impureté, l'hybridation qu'il dessine, aux limites de l'enclos, est happée comme un pli possible, une potentialité supplémentaire de la langue pure. Il peine, l'écrivain,
à imposer sa sauvagerie, car sa sauvagerie, par le fait même qu'il est écrivain, est perçue comme un stade avancé, savant, cultivé de la langue. Ce qu'il y avait de politique dans le déplacement poétique qu'il opère est finalement réduit, dépolitisé par la reconnaissance poétique, en tant qu'autre, à l'intérieur de la langue. Son altérité, sa dissidence se résorbent. Je me représente les différentes langues comme des tissus pliés au fil de l'histoire. Et l'écrivain, tel une lavandière, se glisse dans ses plis pour y porter ici un coup de fer, là brûler le tissu en y laissant le fer reposer par accident ou par intention, là créer un aplat, une ligne bien repassée, et là un autre pli. Ou bien de sa main d'écriture, serrer dans son poing un pan entier de la texture afin de laisser le tissu bien froissé. Mais le tissu, malgré tout, conserve sa dimension, il conserve sa frontière et sa coupe. Les langues sont des condensations d'affect et de mémoire. Elles tendent à isoler des groupes, des ensembles, qui se prennent dès lors pour des collectifs de douleur, de haine ou de générosité. Elles sont au début du XXIe siècle le cœur battant du retour timothique. Dépassées par des flux innombrables, les langues peinent à dire le monde. Elles peinent à attraper les flux sans territoire des images, des sons, des données. Et c'est par nos corps qu'elles réagissent et se cabrent. Elles ne veulent pas lâcher prise. Nous ne voulons pas lâcher prise. Les langues, depuis notre plus petite enfance, nous servent à réduire le monde, à nous le représenter. Nous attrapons, enfants, autant par les mains, par la bouche que par les mots. Les mots sont des mains qui nous sont données par nos pères, nos grands frères, nos mères. Ils mettent l'immensité à notre portée. Ils apaisent l'effroi d'exister. Avec les mots, nous construisons des histoires, une histoire. Et c'est par les mots que nous pensons établir un sens, un horizon. Or voilà que nos mots sont débordés. Des métalangages que nous ne maîtrisons pas façonnent la réalité, si bien que les langues s'insurgent. Elles s'obstinent à vouloir écrire l'histoire. Elles s'obstinent en nous à vouloir dire et représenter notre place. Et cette obstination de la langue transforme ce qui était une source d'invention, de conquête, d'apprentissage, en un territoire de peur. La peur de ne plus pouvoir surplomber, maîtriser, contrôler les débordements. L'énergie de cette peur est ce qui nourrit le retour des frontières. Nous voulons couper, exclure les langages de l'hybridation. Et c'est alors que se réarment les grandes haines. Les collectifs autour des langues se resserrent pour faire front contre les métalangages du débordement. C'est une grande force de reterritorialisation que nous ne parvenons plus à freiner. Plutôt que de chercher par tous les moyens à étendre les langues et les mots, nous cherchons à réduire le monde où nous sommes. Vous demandez dans cette édition du banquet, qui est nous? Et j'entends, qui est nous de haïr? Qui est haï de nous? À partir de quelle haine se forme le nous? Et sinon, comment le penser, ni à partir de l'être, ni du haïr? Et pour commencer, je demanderai, mais en quelle langue sommes-nous? Nous sommes en plusieurs langues, en une infinité de langues.
ce qui est la cause que nous ne sommes pas. Nous ne peut donc exister que par l'histoire de nos traductions, mais pour le présent et l'avenir. Nous ne peut être autre chose qu'une fiction, une abstraction du dépassement. Si je dis « nous sommes en plusieurs langues », je dis que nous ne sommes pas, car il faudrait le temps de la traduction dans cette infinité des langues pour que le nous advienne. Et encore, ce serait là sans compter l'intraduisible de ces fictions, de ces abstractions. Je pourrais alors tenter ceci. Nous sommes en différé, dans l'écart de temps qu'il faut pour traduire le terme que je choisis dans les différentes langues pour dire nous. Et dans ce différé, dans cet écart de temps, il y a l'histoire de la violence. Et encore, il me manquerait pour traduire en différé certaines syntaxes, certains codes, certains signaux. Car comment inclure les nombreuses espèces et les choses qui nous entourent par-delà ou en deçà des langues? J'aurais tendance alors à retourner la question. Qui est nous devenant qui je somme? Un je somme où j'entends la somnolence de celui qui rêve, le rêve de celui qui somme, du je somnolent qui n'est plus lui-même dans son rêve, qui est là comme le lecteur happé, habité par d'autres, une infinité d'autres. Un jeu de l'addition, d'addiction et d'adjonction à une infinité de voix, de corps. Un jeu écartelé, c'est-à-dire, pour parler au vieux récit de France, d'écarte-les. Qui accepte de se vivre, de se penser comme multiple. Un jeu d'avant la certitude, suspendu dans le doute et dérouté de soi. Un jeu de trahison et de traduction, où je ne suis pas celui qui dit, qui est. Si je dis que ma langue est la traduction, je me présente à vous comme somme. Je ne dis pas non plus, comme les vieux cosmopolites, qui ignorent la puissante attraction de l'un du territoire de la frontière. La traduction comme langue porte la conscience des territoires, des frontières. Elle n'est pas un nomadisme heureux, financièrement élevé, qui regarde la peine et la souffrance d'en haut, depuis le ciel sans nuages de la mondialité. Le traducteur est, à sa manière, une bête de somme. Il porte le fardeau des mémoires, des récits, des affects, mais il les travestit, il les déplace. La traduction porte la conscience des corps de langue comme somme. Elle est une attention à ce qui est fragile. Elle dessine en tant que langue une appartenance diffractée entre des loyautés multiples. Et tandis que je travaille depuis quelques mois à une biographie, de Herzl, Theodor Herzl, je me demande ce qui serait advenu si son avis sur les langues avait été respecté. Lorsqu'il imaginait à la fin du XIXe siècle son futur État, Herzl pensait à la République des Doges, à Venise. Il pensait aux grandes capitales, Paris, Vienne, où soufflait alors un vent cosmopolite. Il pensait à l'Autriche-Hongrie, où se croisaient toutes les langues et les cultures de la Mitteleuropa. Herzl pensait qu'il en serait de son futur État, comme de l'Autriche-Hongrie. On y parlerait toutes les langues. Il n'incluait pas le yiddish, hélas, qui était pour lui, comme pour toute la bourgeoisie viennoise, un dialecte négligeable. Mais il imaginait en polyglotte que chacun parlerait plusieurs langues et tout le monde finirait bien par se comprendre. Je me demande aujourd'hui quelle éthique,
quelle politique serait née d'un tel ensemble, d'un tel État à plusieurs langues? Y aurait-il eu fragmentation, comme pour l'Autriche-Hongrie? Y aurait-il eu émiettement, sous la pression des affects de langue? Ou y aurait-il eu, au contraire, le dessein d'une citoyenneté de la traduction? Je reste là sans réponse, suspendu à l'utopie qui se dessine dans mon travail au fil des livres. Après-demain, quand je quitterai ce lieu de paix recueilli de la grâce, je téléchargerai peut-être quelques épisodes de la série Games of Thrones. J'assisterai pendant que mes enfants dorment à quelques viols supplémentaires, quelques batailles sanglantes. Après-demain, quand je repartirai pour Berlin, je retrouverai ma ville, celle où j'ai choisi de vivre. Berlin est une nouvelle Tolède. Les sédimentations des mémoires du siècle ont curieusement laissé des pages blanches, des espaces où continuer de rêver. Et là-bas, je lirai les nouvelles dans une langue où je ne suis ni le maître, ni l'ignorant. On parlera de l'Ukraine, qui est juste un peu plus loin à l'est. On parlera aussi de la guerre qui vient, qui est là. Parfois, j'ouvrirai les journaux de France, comme toujours avant les guerres. J'y lirai des histoires d'espionnage. Je mesurerai par les nouvelles de France l'intensité de la détestation. Puis je relèverai les yeux et depuis mon balcon, je verrai dans le square, dans le rectangle devant chez moi, mes petits jouets rire et défier leurs peurs, défier mes peurs. Et je continuerai à ma manière à agir, penser, écrire, penser, PAN, comme si je pouvais sauver le monde. Tenter, je disais, tenter quelque chose, trouver à tout prix un horizon d'avenir. Voilà donc la trace de cette tentative, à la soif timotique d'un jeu de guerre, d'orgueil et de sang, substituer le désir d'un autre commun, à l'émiettement de ce qui reste de nous, substituer les forces de vie d'un jeu de rêve, d'un jeu de somme. Merci.